Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian de la chaîne Questions d'Histoire et je vous souhaite la bienvenue dans cet entretien qui fait suite à la vidéo portant sur les secrets d'un manuscrit médiéval, réalisé en partenariat avec Écosciences Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsé par Play Azur. Je suis en compagnie d'Élodie Burle-Hérécade, maître de conférence en langue et littérature française à l'Université d'Aix-en-Provence. Madame Burle-Hérécade est également autrice de nombreux ouvrages sur la littérature médiévale, Modernité des troubadours et fantasmagorie au Moyen-Âge, ainsi que dernièrement Le flou d'Elsa de Louis Aragon, le sujet médiéval réinventé. Bonjour Madame Burle-Hérécade. Bonjour, bonjour Florian, bonjour à tous et toutes. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et nous expliquer pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce manuscrit de Pétrarque, conservé à la bibliothèque Méjeanne d'Aix-en-Provence? Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez spécifié, donc je suis maître de conférence en langue et littérature médiévale donc à l'université d'Aix-Marseille. Je fais partie d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le CIELAM, donc dans cette université. C'est le centre interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille, et en particulier aussi d'un groupe de médiévistes qui s'appelle le QRMA, hein, qui est rattaché à ce CIELAM. Voilà, et donc je tiens beaucoup à cette double casquette qui est attachée au maître de conférence, c'est-à-dire à la fois la recherche savante d'un côté, puisqu'un maître de conférence est chercheur, mais aussi la fonction d'enseignant, puisque le maître de conférence est aussi enseignant. Donc la pédagogie, la diffusion me paraissent deux éléments essentiels à notre métier. Deux fonctions essentielles à mes yeux aussi, puisqu'elles sont pour moi complètement complémentaires, puisqu'elles s'enrichissent l'une l'autre, qu'elles se nourrissent et même qu'elles se complètent bien souvent, hein, puisqu'on apprend beaucoup en enseignant sur la recherche et on apprend beaucoup aussi inversement, donc en cherchant pour pouvoir ensuite enseigner. Donc c'est la raison pour laquelle alors notre travail, nous en tant que médiévistes, hein, c'est un travail qui repose essentiellement sur l'étude des manuscrits du Moyen-Âge. Quand on dit manuscrits du Moyen-Âge, c'est pour nous, hein, du XIIe jusqu'au XVe siècle à peu près, hein, donc des livres écrits à la main. Et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce manuscrit. Alors je dis on parce que je ne suis pas la seule à travailler sur ce projet chez les médiévistes d'Aix-en-Provence, hein. Je travaille avec une de mes collègues qui s'appelle Valérie Gontero-Loz. Nous travaillons sur ce manuscrit en particulier, d'abord parce qu'il est conservé à la bibliothèque Méjeanne à Aix-en-Provence, donc ce qui a la double opportunité pour nous de nous permettre de voir le manuscrit en fait, hein, le plus souvent possible, puisque la bibliothèque nous autorise à aller le voir le plus souvent possible, ce qui n'est pas souvent le cas dans la bibliothèque, tant mieux, qui nous autorise aussi à le montrer, hein, ce qui est vraiment important pour nous. Et puis qui met en valeur aussi un patrimoine qui est un patrimoine de la région, donc PACA. Donc voilà pourquoi nous avons choisi de travailler sur ce manuscrit, première raison. Deuxième raison, c'est un manuscrit qui n'a pas été beaucoup étudié. C'est un manuscrit qui est une traduction de Pétrarque, j'y reviendrai un petit peu, et qui a la particularité d'être très bien enluminé. Alors pour un manuscrit médiéval, hein, enluminé, ça veut dire décoré, puisqu'il comprend une très très belle miniature, donc que la bibliothèque aussi a envie de montrer au public. Voilà pourquoi on s'est dit que travailler sur ce manuscrit était un élément intéressant, au-delà de son caractère bien sûr éminemment littéraire. Voilà. Alors, comment la recherche se met-elle en place par rapport à ce genre de travaux qui sont en plus interdisciplinaires, vous l'avez dit? Alors, deux éléments importants pour répondre à cette question. D'abord, la manière de choisir un sujet de recherche. Donc, choisir un sujet de recherche, c'est souvent donc, partir d'une motivation particulière. Cette motivation particulière pour nous médiévistes, c'est évidemment de partir du manuscrit médiéval, donc manuscrit donc, du XIIe au XVe siècle, hein, n'importe lequel, mais qui puisse nous montrer à la fois d'abord le support, c'est-à-dire un livre écrit à la main, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur, donc la vision du monde qui est représentée, les savoirs qui sont représentés, les philosophies qui sont représentées et qui sont souvent très très loin de ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire réduire l'écart qui nous sépare de ce Moyen Âge-là. Donc, toujours cette idée de motivation particulière de diffuser un savoir qui se retrouve à l'intérieur de livres. Donc ça, c'était la motivation de départ que j'ai partagée avec ma collègue Valérie Gontero-Loz, qui fait partie aussi du laboratoire du CIELAM à Aix-en-Provence.
Et la deuxième chose, c'est la rencontre, en fait, parce que la recherche part souvent de rencontres. Et je crois que la recherche interdisciplinaire part encore plus, en fait, de rencontres entre laboratoires, du coup, puisque nous avons rencontré lors de nos pérégrinations pour aller montrer des manuscrits à l'extérieur de l'université et à l'extérieur des bibliothèques, nous avons rencontré une chimiste qui s'appelle Florence Boulch et qui est une chimiste du laboratoire Madirel, donc de Aix-Marseille Université aussi. Alors, je vais vous raconter la rencontre parce qu'elle me semble essentielle pour comprendre en fait le projet sur le manuscrit de Pétrarque. L'idée de départ, c'était de faire des fêtes de la science pour aller montrer donc l'écriture médiévale, ce que renferment les manuscrits, comment ils sont faits, pourquoi, etc. Donc des fêtes de la science, la nuit des chercheurs, des souks des sciences et des ateliers donc, qui sont organisés à la cellule scientifique donc, de l'Université d'Aix-Marseille. Et lors de ces ateliers, avec ma collègue Valérie Gonterolose, nous travaillions sur les couleurs des manuscrits, puisque l'un des préjugés associés au Moyen-Âge, c'est souvent que le Moyen-Âge est une période sombre, n'est-ce pas ? Et donc, non, le Moyen-Âge n'est pas une période sombre, et j'espère qu'on arrive à le montrer avec ces enluminures de manuscrits et ces miniatures qui sont magnifiques. Et on a rencontré, lors de ces ateliers sur la couleur, une chimiste qui était en train de travailler sur le bleu, et qui travaillait sur l'histoire du bleu, non pas d'une manière sociologique, comme par exemple Pastoureau peut le faire, mais d'une manière non matérielle, c'est-à-dire comment on fabrique le bleu. Et elle essayait de fabriquer du bleu à la manière donc de la fabrication du bleu au Moyen-Âge. Et donc c'est cette rencontre-là, lors d'un atelier avec des élèves de collège, en fait, qui nous a permis de nous mettre en rapport et de commencer à travailler justement au départ sur des blasons. Donc des blasons, l'idée c'était de montrer les couleurs des blasons. Et puis ensuite on s'est dit que cette collaboration pourrait nous aider. Alors elle, pour comprendre quels étaient les symboles, par exemple, de ces couleurs-là, pourquoi des couleurs étaient utilisées dans les manuscrits, en particulier sur certains personnages, sur certains blasons, etc. Et nous, de notre côté, de comprendre comment ces couleurs pouvaient être mises à l'intérieur d'un manuscrit, comment et pourquoi. Pourquoi, par exemple, un personnage va-t-il être habillé en vert ? Pourquoi il va être habillé en bleu? Et pourquoi, quand on fait des analyses plus poussées au niveau de la chimie et par spectrophotométrie, comment est-ce qu'on se rend compte que parfois ce vert qui nous semble le même à l'œil nu n'est pas le même en fait au niveau des pigments, parce que certains personnages méritent certains pigments et d'autres pas en fait, en fonction de la valeur d'un pigment. Donc voilà comment finalement cette interdisciplinarité nous permet de comprendre ce que le manuscrit veut vraiment nous dire, voire même ce qu'il renferme comme secret et qu'on n'arrive pas forcément à voir à l'œil nu. Donc voilà comment en fait la recherche a pu se mettre en place véritablement lors simplement d'un travail qui était un travail de diffusion du savoir avec des enfants, des adolescents et puis ensuite donc un grand public qu'on retrouve lors des fêtes de la science. Et c'est ainsi qu'on s'est donc focalisé sur ce manuscrit spécifique donc de Pétrarque. Alors c'est pas un manuscrit de Pétrarque, attention, c'est une traduction d'un texte de Pétrarque, donc un texte qui est écrit en latin, qui est le De Remediis Utriusque Fortunae, donc, qui a été écrit par Pétrarque en 1366 et qui a été traduit par Jean Daudin. Alors, probablement Jean Daudin et pas forcément Nicole Orem, comme c'est parfois dit dans les manuscrits, mais bon, voilà, probablement Jean Daudin, en 1378-1380. Et cela a été commandité par Charles V, dans le roi Charles V. Et donc, on se retrouve avec un manuscrit de ce texte-là, donc de cette traduction de Jean Daudin à la bibliothèque Méjeanne. Donc, avec ce manuscrit, donc, comme je le disais, un manuscrit qui est richement décoré, qui a une enluminure très colorée, qui nous permet donc, encore une fois, donc, de travailler à la fois le côté scientifique dur avec quelles sont les couleurs, comment elles apparaissent, pourquoi, etc. Et le côté sciences humaines. Qu'est-ce que ce manuscrit renferme, à la fois comme savoir, puisque c'est un manuscrit qui travaille sur la manière de se comporter face aux aléas de la vie. Donc Pétrarque nous explique comment se comporter face au bonheur et au malheur.
Donc, c'est un manuscrit qui a 2 parties, hein, qui est fait en 2 parties. Les 2 parties sont visibles à Aix-en-Provence. Simplement, ce manuscrit a une particularité, c'est qu'il a une magnifique miniature qui ouvre la première partie, qui ouvre le premier livre, donc sur les bonheurs de la vie. Malheureusement, il y aurait certainement dû y avoir une deuxième miniature qui, elle, représentait probablement la mauvaise fortune, hein, mais qui a disparu, et donc il nous manque un folio, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est l'étude codicologique du manuscrit qui nous permet de le dire. Il nous manque un folio avec à la fois des questions de la table des matières de ce deuxième livre et la miniature inaugurale, donc de la mauvaise fortune. Alors comment on le sait, hein? On le sait parce qu'on le compare à celui qui est conservé à Vienne, puisqu'on a 7 manuscrits qui existent, hein, de ce Pétrarque, enfin de cette traduction de Pétrarque. Et sur ce livre de Vienne, on a bien 2 miniatures. Donc probablement qu'à Aix-en-Provence, cette miniature a été enlevée. Cela est même corroboré par une lettre, hein, qui apparaît, qu'on a trouvée à l'intérieur du manuscrit, et qui dit bien que le folio, hein, c'est-à-dire la page, est manquante. Voilà. Donc voilà comment en fait on s'est mis à travailler, hein, sur ce manuscrit avec une double recherche, donc une recherche en chimie qui nous permet tout un tas de choses, en particulier de voir donc, sous un blason qui est caviardé. Donc un blason caviardé, ça veut dire qu'il a été entièrement peinturluré, on va dire, hein. Donc on ne voit pas qui est le commanditaire du manuscrit, on ne sait pas qui est le commanditaire du manuscrit. On connaît la date à peu près du manuscrit, mais on ne connaît pas le commanditaire. Donc Florence Bulch, avec ses appareils et avec l'analyse par spectroscopie, hein, analyse en fluorescence des rayons X en particulier, donc nous a permis de déterminer quel était le blason qui se trouve sous la miniature qu'il nous reste dans le manuscrit donc, de Pétrarque d'Aix-en-Provence. Voilà. Donc il y a tout un tas c'est un dialogue, c'est un vrai dialogue en fait de compétences entre des chercheurs et des laboratoires, entre des méthodes, des procédés, des habitudes d'investigation qui ne sont absolument pas les mêmes et qui nous permettent de regarder le manuscrit de manière complètement différente. Ok, super. Oui, donc le manuscrit, il a beaucoup de secrets finalement, il y a beaucoup de choses qui sont encore beaucoup de mystères à percer. Donc vous allez continuer vos travaux et c'est quoi les prochaines étapes concrètement? Alors, pour ce manuscrit en particulier, mais bon, pour les autres manuscrits, ça marche à peu près de la même manière, puisqu'il y a 7 manuscrits qui sont conservés donc, de cette traduction de Pétrarque, enfin 7 qu'on connaît. Il y en a donc un à Aix, un à conservé à Dresde, un conservé à Vienne, les autres étant conservés à la Bibliothèque nationale de France. Alors, ces manuscrits-là, on se doit de tous les travailler d'une certaine manière pour pouvoir savoir comment le manuscrit d'Aix se place en fait dans ces différents exemples qui nous sont proposés. Alors on peut se poser la question, hein, de savoir à qui. Alors pour celui d'Aix, on se dit que c'est Jean Dodin qui a fait la traduction. Pour celui de Vienne, il est indiqué que ce serait Nicole Orem, même si des chercheurs ne sont pas du tout d'accord avec ça et disent que simplement Nicole Orem était probablement une autorité plus importante que Jean Dodin et que donc on aurait confié plutôt de manière donc référentielle, hein, la traduction à Orem qu'à Dodin. Bon, voilà. Donc il y a plein de choses de ce type-là à travailler qui sont les différences en fait entre ces manuscrits, puisque ce sont a priori des manuscrits qui répertorient le même texte, ce même texte de la traduction de Pétrarque. Mais en même temps, on a l'habitude de savoir, hein, qu'un manuscrit est toujours unique en soi, puisqu'il est copié, et donc voilà, donc il est forcément unique. Donc on a plusieurs études à faire, hein, qui vont recouper les premières analyses que nous avons faites à Aix. Donc évidemment, hein, une description qui est une description de l'histoire du manuscrit, quels ont été ses différents propriétaires, c'est pas toujours facile à savoir, donc le commanditaire, j'en parlais tout à l'heure avec le blason, avec les différents blasons, une analyse littéraire bien sûr, hein, c'est-à-dire comment est-ce que on arrive à voir où sont les livres,
comment sont représentées les tables des matières, où est-ce que c'est coupé, pourquoi, etc. Est-ce qu'il manque des folios, puisqu'on a vu qu'il en manquait un probablement à Aix, donc voir s'il en manque ailleurs. Celui de Dresde, je crois, il n'y a qu'un seul livre, par exemple, sur les deux. Donc l'enluminure est complètement différente, c'est-à-dire que les miniatures ne représentent absolument pas Fortune dans celui de Dresde. Donc il y a vraiment encore du travail à faire sur ces manuscrits-là, sur aussi la description matérielle en fait, du livre en lui-même. Ça recoupe des études codicologiques, comme je disais tout à l'heure, mais aussi des études paléographiques. Et puis ensuite, l'analyse donc par spectroscopie, je vais y arriver, que Florence Boulch va faire aussi sur celui de Vienne, puisque là on a un projet qui est d'aller étudier le manuscrit de Vienne. Donc ça va commencer au mois de septembre, donc aller faire des photographies spécifiques pour voir ce qui apparaît sur les photographies, aller faire donc des analyses par fluorescence de rayons X pour voir effectivement, là encore une fois, quel est le blason qui est représenté, puisque sur le blason donc de celui de Vienne, nous avons un blason qui est celui donc de la femme de Tanguy IV du Châtel, qui est le blason que nous avons découvert sous le caviardage à Aix, donc celui de Tanguy du Châtel. Là, ce serait celui de sa femme. Mais on sait par ailleurs que c'est un manuscrit qui a certainement été commandité par Jacques d'Armagnac. Donc on suppose que sous le blason de Jeanne Raguenel de Malestroit, il y aurait donc le blason de Jacques d'Armagnac, puisqu'on sait que la famille Tanguy du Châtel, Jeanne Radiguel de Malestroit était un couple de bibliophiles très connu du XVe siècle qui a récupéré une partie de la bibliothèque de Jacques d'Armagnac lorsque celui-ci donc d'abord a été incarcéré et ensuite tué. Donc voilà, donc ça demande évidemment un travail qui va être un travail comparatif de manuscrits, et le travail qu'on a commencé à faire à Aix, qui n'est pas terminé complètement quand même, va se poursuivre donc par une comparaison avec le manuscrit de Vienne et probablement le manuscrit de Dresde ensuite. Oui, en effet, c'est assez intéressant parce que justement, en réalisant la vidéo, cette histoire de double exemplaire finalement, puisque Tanguy du Châtel a un exemplaire et finalement on retrouve les blasons, les armoiries sur le manuscrit de Vienne, même s'il y a la réponse que c'est le manuscrit de Jacques d'Armagnac initialement, il y a toujours une question qui se pose, c'est pourquoi ils avaient deux exemplaires de ce manuscrit. Ça, je trouve que aussi c'est assez intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'un couple bibliophile finalement se retrouve avec deux manuscrits. Est-ce que c'était un cadeau à sa femme parce qu'elle aimait bien le livre? Ça, c'est toujours des questions un petit peu passionnantes comme ça. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure un petit peu, vous faites beaucoup d'ateliers, vous faites beaucoup d'actions pour rendre vos recherches accessibles au grand public. Vous parliez de collégiens tout à l'heure, de travaux auprès de collégiens. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus par rapport à ça? Quelles sont les actions que vous menez pour rendre accessibles justement ces travaux sur les manuscrits au grand public? Alors oui, juste un petit historique très rapide. En fait, nous avons commencé toujours avec ma collègue, Valérie Gonterolos du laboratoire du CIELAM, à travailler sur les manuscrits avec des collégiens. Alors on avait fait des projets qu'on appelle des projets passerelles, qui sont des projets qui associent l'université avec des établissements du secondaire, ou bien, voire même des établissements de l'élémentaire. Et nous, on a commencé à travailler avec les manuscrits, sur les manuscrits avec des maternelles. Ça, c'était le premier projet. Le premier projet, c'était initier les petits écoliers de maternelle aux manuscrits médiévaux. Donc ça a très bien fonctionné parce qu'on a suivi une cohorte d'élèves de la petite section de maternelle jusqu'à la grande section. Et on a observé comment on pouvait passer donc, de l'étude de l'image, d'abord, avec des personnages très simples qu'on arrivait à représenter, à voir et à représenter à l'intérieur des miniatures, au travers essentiellement des bestiaires, par exemple. Les bestiaires, c'était très accessible pour les petits écoliers. Et puis ensuite, on est passé à l'écriture et on a essayé de voir comment, en fait, ils pouvaient arriver à déchiffrer de l'écriture au fur et à mesure qu'ils apprenaient à lire. Donc ça, c'était le premier projet. Ensuite, il y a eu un projet avec des collégiens des quartiers nord de Marseille, qu'on a réussi à amener à la bibliothèque, à qui on a montré des manuscrits. Voilà. C'était tout un projet organisé avec des professeurs de français et professeurs d'histoire, donc qui étaient toujours ces projets passerelles, associés toujours à des actions
de culture scientifique, en fait des sciences ou des sciences ateliers. Et puis, on a participé à la nuit des chercheurs. Ça a été ça aussi une très très belle expérience où donc les gens viennent à la rencontre des chercheurs, discuter avec eux, leur poser des questions. Et ça, effectivement, c'est une expérience très très intéressante pour les chercheurs parce que d'abord, ça nous montre notre métier de manière complètement différente. Ça l'éclaire de manière complètement différente. Et puis, voire même, ça fait avancer la recherche aussi, à l'inverse, parce qu'on se pose des questions qu'on ne s'était pas forcément posées, parce que les gens nous les posent. Et c'est, je pense, cette expérience en nuit des chercheurs, et puis une réflexion par rapport au jeu, parce qu'on avait envie de faire jouer les gens à partir des manuscrits médiévaux, qui nous a poussé à essayer de mettre en place d'abord un jeu de plateau, donc qui aurait fonctionné un peu à la manière d'un jeu de loi, comment avancer, etc., avec des énigmes qui étaient des énigmes sur les manuscrits, avec évidemment tout l'aspect ludique qui est intéressant dans un jeu de loi, mais peut-être un peu limité, hein, parce que le plateau de jeu, forcément, limite la création d'espace, etc. Et donc, on s'est tourné vers une entreprise, en fait, qui fait des escape games, qui travaille donc sur des escape games numériques essentiellement, hein, donc, qui s'appelle MindQuest Game, qui est dirigé par quelqu'un qui habite la région aussi, hein, qui est Cyril Villalonga, et qui nous a dit, mais moi ça m'intéresse énormément de lier ce côté ludique au côté recherche. Et donc on a, à partir de l'étude du manuscrit de Pétrarque, enfin de la traduction de Pétrarque à Aix-en-Provence, commencé à imaginer l'an dernier un escape game numérique à partir donc des secrets de ce manuscrit, qui s'y prête bien évidemment, hein, puisqu'il y a cette histoire de blason caviardé, de pages manquantes, etc. Et donc forcément, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là au niveau de l'enquête. Donc il s'agissait à la fois donc, de découvrir toujours le manuscrit médiéval, en général, comment est-ce qu'il est fait, pourquoi, comment, quel public, etc. Donc évidemment, ici, celui de la fin du XVe siècle, enfin de la deuxième moitié du XVe siècle en particulier, de déconstruire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des préjugés qui sont associés au Moyen-Âge et qui malheureusement ont la vie dure, donc on espère de moins en moins, mais encore un petit peu quand même. Mais aussi, l'idée était de se mettre dans la peau d'un chercheur, et d'essayer de montrer ce qu'était le métier de chercheur. Parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément connu dans le grand public. On imagine bien un chercheur derrière des tubes à essai, etc. Ça, c'est facile. Mais un chercheur qui est un chercheur en sciences humaines, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi? À quoi ça sert? Etc. Et donc, pourquoi pas mettre aussi ces joueurs dans la peau des chercheurs. Et du coup, on a imaginé, puisqu'on travaille en projet collaboratif, donc chimiste et littéraire, une enquête, donc qui est une enquête immersive et collaborative, à partir du manuscrit, dans laquelle il s'agit d'élucider un crime. Voilà. On a imaginé un crime à la bibliothèque Méjeanne. Donc la bibliothèque Méjeanne a bien voulu se prêter au jeu donc, du crime et de la scène de crime, et on peut les en remercier vraiment chaleureusement, parce que c'est pas toujours facile de faire ça dans une bibliothèque, mais voilà. Et on a commencé à mettre en place ce jeu il y a maintenant 1 an. Et on a réussi à faire un petit teaser avec 2 énigmes principales qu'on a présentées à la Nuit des chercheurs donc en septembre dernier, et qui a évidemment très très bien marché. Et là, on est en train de finaliser le jeu dans son ensemble. Donc, on espère que cet escape game va pouvoir être disponible assez vite. Alors, comment il fonctionne et comment il nous montre cette recherche collaborative? Alors, on imagine qu'un journaliste est mort. Je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon... Oui, il faut qu'il y ait du suspense quand même. Mais juste, voilà, un tout petit peu. Un journaliste est mort à la bibliothèque Méjeanne. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il était en train de consulter ce manuscrit, donc de la traduction de Pétrarque. Il y a quelques éléments d'indice à côté de lui. Ces éléments d'indice vont permettre à l'enquêtrice, donc une enquêtrice arrive sur les lieux et cette enquêtrice doit élucider donc, ce crime. Pour ce faire, elle fait appel à 2 laboratoires qui sont bien évidemment, vous l'aurez deviné, le Cielam d'un côté et le Madirel de l'autre, donc les 2 laboratoires d'AMU, qui vont collaborer ensemble et qu'elle va faire collaborer ensemble pour pouvoir donc déconstruire
construire, pardon, d'abord l'enquête, et puis déconstruire certaines fausses allégations qui seraient faites par un journal, donc enquête de lecteurs, hein, journal à scandale, enquête de lecteurs. Voilà. Donc voilà, donc vont collaborer ces deux laboratoires. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a essayé de mettre en place véritablement le dialogue entre les deux laboratoires à travers le jeu. C'est-à-dire qu'il y a deux équipes, en fait, hein, ou deux joueurs ou deux équipes de joueurs qui sont derrière deux tablettes ou deux ordinateurs différents, qui n'ont pas les mêmes informations, en fait, sur leur écran, et qui doivent discuter ensemble pour pouvoir résoudre les énigmes qui se présentent à eux les unes après les autres, qui sont soit des énigmes qui sont plutôt dirigées vers la chimie, donc analyse d'images, analyse de pigments, etc. Soit des énigmes qui sont plutôt dirigées vers notre recherche en codicologie et en paléographie, donc plutôt lecture de caractères, on compte les folios, voilà. On se pose des questions sur quel est le commanditaire, pourquoi, quel siècle, quelle date, etc. Donc voilà, toute l'étude codicologique. Donc je pense que enfin, ça a assez bien fonctionné, le teaser a assez bien fonctionné, je pense que le jeu va fonctionner aussi, enfin je l'espère. Ce jeu, il a été fait aussi dans la perspective de ne pas édulcorer non plus à outrance la recherche, comme on peut le faire parfois hein, dans certains jeux, c'était pas le but. Hein, c'est vraiment un jeu sérieux. Alors là, toute la difficulté est là, hein, parce que là, c'est plus le dialogue des chercheurs entre eux, qui déjà n'est pas forcément compliqué, pas forcément évident quand ils sont de laboratoires différents, parce que justement, on a des méthodes différentes, des attentes différentes, des connaissances différentes, tout simplement des expertises qui sont complètement opposées parfois. Mais là, c'était aussi le fait de faire travailler un chercheur avec quelqu'un qui fait du narrative design, et qui donc va être obligé de créer une histoire. Et cette histoire-là, il faut aussi qu'elle soit créée par le joueur. Donc, toute la difficulté, c'est de montrer ce qu'est la recherche, de montrer ce qu'est le manuscrit, en essayant de mettre en place une histoire que le joueur a l'impression de construire lui-même, alors qu'on le guide sans qu'il s'en rende forcément compte. Enfin, ça, je l'espère. Voilà. Donc, c'est assez complexe. Mais je pense que le résultat va être plutôt intéressant. Enfin, je l'espère. Il sera disponible donc, sur une plateforme de l'université, donc d'AMU, hein, puisque c'est AMU qui nous a quand même beaucoup soutenus dans le projet, je tiens à le dire. Alors, pas seulement AMU. Hein, AMU a été une sorte de déclencheur pour ce projet, en particulier avec la cellule scientifique. Et ensuite, on a pu le réaliser grâce à un projet qui a été accepté par le conseil régional déjà, alors qui nous a beaucoup aidé, et puis ensuite la SAT aussi qui nous a pas mal aidé et qui nous a permis donc de pouvoir arriver presque au bout. Donc on y est presque, hein, presque au bout de ce projet, en espérant que tout le monde va pouvoir le découvrir assez rapidement. Voilà. Donc, Élodie, à travers vos recherches sur le Moyen-Âge et donc le domaine médiéval, vous analysez la réception à travers les siècles du Moyen-Âge. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Oui, bien sûr. Alors, je pourrais faire moi-même plusieurs laboratoires, finalement, d'une certaine façon. En fait, ça, c'est mon histoire personnelle. Je n'ai jamais véritablement pu me décider. J'étais très intéressée par la littérature, mais j'avais du mal à me décider entre le XXe siècle et le Moyen Âge. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas travailler sur le Moyen Âge tel qu'on le perçoit en fait au XXe siècle, et puis ensuite au XXIe siècle forcément. Donc c'est vrai que mes travaux m'ont amené à travailler là-dessus. Et mon sujet de recherche, donc mon dernier livre dont vous avez parlé précédemment, donc qui est le Flou d'Elsa de Louis Aragon, donc avec ce regard sur comment Louis Aragon a traité du Moyen Âge, donc et traité justement du lyrisme médiéval en particulier, comment il s'est servi en fait de l'époque médiévale pour pouvoir écrire. Donc, comment est-ce qu'on se sert de cette époque médiévale pour pouvoir, à l'heure actuelle, faire des films, hein, puisqu'il y a beaucoup de films qui sortent là-dessus, pour pouvoir faire des jeux, hein, voilà, puisqu'on fait des jeux aussi, voilà, pour pouvoir écrire des romans, etc. Donc, qu'est-ce qui nous est familier finalement de ce Moyen Âge pour nous, hein, donc on va dire ces récepteurs plutôt contemporains. Donc c'est cette idée-là en fait qui a présidé un petit peu à toutes mes recherches, et je pense aussi qui m'a conduite sur le chemin de la vulgarisation, parce que d'une certaine manière, réutiliser le Moyen-Âge à l'heure actuelle,
c'est refaire du Moyen-Âge. Hein. C'est faire le pont entre notre 21e siècle, le 20e siècle et cette époque-là, qui est une époque très très lointaine finalement pour nous, qui est régie par des lois différentes, par des idées différentes, par des philosophies différentes, par des manières de percevoir le monde différentes. Et je pense recontextualiser peut-être le Moyen Âge faisait partie aussi de mes envies. Voilà, aller voir une chapelle médiévale, aller voir une abbaye médiévale et se dire mais comment est-ce qu'elle était au Moyen Âge et comment est-ce qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Comment est-ce que, je sais pas moi, un soulage va percevoir une abbaye, pourquoi est-ce qu'il va créer des vitraux qui n'ont rien à voir avec des vitraux qui sont des vitraux du Moyen Âge, et pourtant il a tout compris au Moyen Âge. Donc comment est-ce qu'on peut refaire vivre d'une certaine façon un Moyen-Âge à l'heure actuelle. Je crois que c'est ça qui m'a intéressée. Et bon, je ne suis pas toute seule, attention, hein, il y a énormément de gens qui travaillent sur ces sujets-là. Vous-même, de toute façon, d'une certaine façon, hein, c'est la même chose. Hein. L'histoire, donc, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, hein, c'est le même problème. On a un séminaire à Aix-Marseille Université là-dessus qui s'appelle les avatars du Moyen Âge. Voilà, qu'est-ce que devient le Moyen Âge, comment il est perçu, comment il est représenté, qu'est-ce qu'il donne comme nouvelle image et qu'est-ce qu'il nous apporte sur la compréhension de notre propre époque, forcément, et de tout ce qu'on peut y voir, y déceler, et toutes les questions qu'on peut se poser. D'ailleurs, l'escape game a aussi cette fonction-là, quelque part, puisqu'il s'agit, je disais tout à l'heure, donc de résoudre une enquête, de résoudre une enquête sur un meurtre, un meurtre évidemment fictif, heureusement, mais en même temps de déconstruire ce qu'on appelle des fake news à l'heure actuelle, puisque c'est un sujet fortement d'actualité. Donc, comment est-ce qu'on peut déconstruire des fake news sur le Moyen-Âge? Voilà. Donc, ça fait aussi partie du jeu, c'est-à-dire que tous les indices mènent à la fois à la découverte de qui a probablement fait ce crime, commandité ce crime, bref, je vous en raconte pas plus, mais aussi comment un journal qu'on a appelé l'Aberration, donc, et qui est en quête de lecteurs, un journal à scandale en quête de lecteurs, va construire donc des fake news pour pouvoir émouvoir le public, lui faire peur, etc. Donc voilà. Donc là encore une fois, d'une certaine manière, c'est à la fois l'actualité brûlante et le pont avec le Moyen Âge. Voilà. Et par rapport au Moyen Âge, justement, donc c'est assez tendance depuis, je pense, le Seigneur des Anneaux a un petit peu relancé cette mode, en tout cas cette passion qu'il y avait pour le médiéval. En jeu vidéo, on a les Dark Souls qui fonctionnent très bien aussi. Il y a une image très sombre du Moyen Âge dans les films. Le dernier film de Ridley Scott, le dernier Duel, a été pas mal critiqué parce que c'est un film qui est ultra sombre en fait. Constamment, il y a deux rayons de soleil à peu près. Qu'est-ce que vous pensez de justement cette vision qu'on a au XXIe siècle d'un Moyen Âge sombre, un peu crasseux? Euh, voilà. Alors, malheureusement, ça vient d'un espèce de contresens, puisque ça vient de l'expression Dark Ages, qui est l'expression anglaise, et qui signifiait pas sombre au sens sombre, pas de lumière, mais qui signifiait sombre au sens manque d'archéologie, de connaissances, etc. Donc, j'espère que remplir les manques va faire en sorte progressivement que ce ne soit plus dark et que ce soit plus lumineux. Donc, j'espère bien que ça peut fonctionner parce que effectivement, alors même si ça commence à se déconstruire fortement. On n'a pas qu'un Moyen-Âge sombre, mais c'est vrai que depuis le Moyen-Âge des ruines, le Moyen-Âge un peu romantique, etc., on avait cette sensation d'un Moyen-Âge plutôt sans couleur. Oui. Et justement, quand on ouvre les manuscrits, là, on se dit, ben non, effectivement, il suffit de les ouvrir au-delà de leur poussière pour bien voir qu'ils ne sont pas sombres et qui sont largement colorés et qui mettent tout en lumière, comme signifie donc le terme enluminé. Voilà. Oui. Oui, non, mais l'escape game, évidemment, c'est un bon vecteur, en tout cas pour faire découvrir pas mal de choses, je pense. Voilà, le côté narratif, toujours très intéressant. Et donc, pour la peine, là, maintenant, par rapport à la transmission de vos recherches donc sur YouTube, est-ce que vous pensez que c'est un bon canal qui peut faire le pont, justement, entre les universitaires et le grand public YouTube?
Oui, tout à fait. Alors, cette émission, donc, forcément, va dans le sens de la recherche qu'on a menée depuis de nombreuses années maintenant. Euh, ça permet de faire entrer un public véritablement dans une matière qui n'est pas forcément une matière évidente et qui, lorsqu'elle est connue, ne l'est pas forcément de façon scientifique. Elle est connue, c'est une période qui est connue, c'est une période qui, le Moyen-Âge plaît beaucoup, le Moyen-Âge a le vent en poupe, on va dire, véritablement. Alors on peut s'en servir aussi, hein, pour nous, c'est très utile, parce que ça nous permet justement de montrer cette recherche-là. Et en même temps, ne pas participer à cette vulgarisation, ce serait faire en sorte qu'elle soit dévoyée possiblement, éventuellement. Donc le dialogue entre le chercheur et le youtubeur est aussi important que le dialogue entre les laboratoires, je crois, et le dialogue entre un laboratoire et MindQuest Game, par exemple, puisque ce sont des expertises différentes, encore une fois, des manières de faire différentes, qui ont toujours le même but. Hein, et ce même but, c'est une pédagogie ouverte, une pédagogie stimulante. Et l'université a tout son rôle à jouer là-dedans. Hein. On n'est pas enfermé. Un chercheur dans une tour d'ivoire, pour moi, c'est pas véritablement un chercheur, ou Oui. alors ça reste un savant. Donc, Non, mais c'est c'est ça un vrai peu que on a tendance souvent, quand on parle des youtubeurs, et, enfin des vidéastes et puis des universitaires, souvent on dit que c'est cloisonné, c'est-à-dire que les universitaires détestent les vidéastes et les vidéastes se fichent un peu des universitaires, ce qui est totalement faux au final, puisque les vulgarisateurs sont obligés de s'appuyer sur des travaux universitaires, enfin en tout cas, enfin ceux qui essayent de faire ça bien. Donc c'est vrai que décloisonner un petit peu tout ça et montrer que les deux milieux peuvent travailler ensemble, ça paraît, en tout cas, il y a encore beaucoup à faire, en tout cas, même si je pense que les choses évoluent à ce niveau-là, quoi. Oui, ça évolue bien, mais ce qu'on peut dire sur les vidéastes qui utilisent les universitaires, je pense qu'on peut le dire aussi dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que les universitaires ont tout à gagner à observer les questions que les gens se posent différemment, parce que un chercheur, un universitaire, il a une manière de se questionner qui lui appartient, qui lui a été inculquée d'une certaine façon par tout ce qu'il a lu, par tout ce qu'il a appris, par sa formation simplement. Et donc, il a parfois du mal à comprendre même, hein, les questions qu'on peut lui poser. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et ça me paraît important, que quand on est invité à une fête de la science, quand on est invité à une nuit des chercheurs, ben, cet exercice-là, que l'on n'a pas forcément l'habitude de faire et qu'on devrait avoir l'habitude de faire, je crois, hein, pour moi c'est une nécessité, d'aller discuter avec un public qui n'est pas un public d'experts, ben, ça fait avancer la recherche, Hmm. dans tous les cas. Parce que ça fait avancer la manière dont on se pose des questions. Et la recherche, c'est ça, c'est se poser des questions. Oui, Et je suis assez d'accord. parfois arriver à y répondre. Oui, oui, puis en plus, il y a une certaine fraîcheur, on va dire, dans l'approche euh, qu'un universitaire, comme vous dites, n'a pas forcément. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être me poser des questions qu'un universitaire ne va pas se poser sur une thématique en particulier. Et là, en réalisant cette vidéo ensemble, voilà, je vous ai posé des questions par rapport notamment au blason de Jacques d'Armagnac. Est-ce qu'il était sous celui qui est à Vienne? Voilà, c'est des questions enfin, qui sont intéressantes. Finalement, ça va dans le sens de vos travaux, mais je trouve que enfin, c'est assez intéressant, en tout cas, voilà, de réfléchir différemment. Par exemple, moi, je réfléchis d'un point de vue visuel, et donc, quand on transmet un savoir textuellement, c'est pas pareil que visuellement. Donc toutes ces choses-là permettent vraiment d'avoir un regard un peu neuf sur un sujet, en tout cas. Et le support numérique est intéressant aussi, Oui. véritablement. Hein. C'est pour ça que pour moi, l'escape game numérique est une émission qui est une émission donc telle que celle-ci, avec donc la rencontre entre un vidéaste et un chercheur. Ça va dans le même sens en fait, parce que le numérique, surtout alors après pour un tas de chercheurs, je pense que ça fonctionne, mais pour des médiévistes, c'est un outil incroyable puisqu'on peut faire voir des images qu'on ne voit jamais ou qu'on n'a pas la possibilité de voir parce qu'il faudrait aller dans une bibliothèque, parce qu'il faudrait montrer patte blanche pour pouvoir voir un manuscrit, parce que c'est compliqué, parce que ben, les conservateurs ont peur aussi, et c'est normal, Bien hein, sûr. ils ont un métier de conservation justement, donc c'est pas facile pour eux. Et donc dès qu'ils ont aussi cette ouverture, comme on peut l'avoir à la Méjeanne, hein, je les remercie mille fois pour cet accueil et tout ce qu'ils font, parce que pour nous c'est fabuleux en tant que chercheurs de pouvoir aller voir ces manuscrits. Et puis le support vidéo ben, va permettre encore
de divulguer encore plus donc, ces manuscrits. Donc, le numérique, pour nous, c'est un outil incroyable de vulgarisation. Donc, merci aussi. Ouais, merci beaucoup. Eh bien, très bien, merci. Je pense qu'on arrive à la fin de cet entretien. Donc, j'espère que aux spectateurs, il leur a apporté des éléments de réponse et des compléments à la vidéo publiée sur la chaîne Questions d'Histoire, qui aura pu éclaircir certaines zones d'ombre également. Donc, merci Elodie. Merci beaucoup pour tout. Et merci à Écosciences, merci à Écosciences Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et Clé Azur d'avoir permis cette collaboration. Merci beaucoup.